Les aventures de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, partie 12, Les êtres d'or, suite. « Jeffrau, dit-elle en se levant aussitôt, il y a là sur la route un impertinent qui ne cesse de regarder Mademoiselle Hunter. »« Ce n'est pas un de vos amis, Mademoiselle Hunter ?» me demanda M. Ruckastle. « Non, je ne connais personne dans le pays. »« En vérité, c'est trop d'audace. Retournez-vous et faites-lui signe de s'éloigner. » Il vaudrait peut-être mieux feindre de n'avoir pas remarqué sa présence. Non, non, sans quoi il reviendrait toujours rôder par ici. Retournez-vous, je vous prie, et faites-lui signe comme cela. Je fis ce que l'on me demanda, et Madame Ruckastle se dépêcha de baisser le store. Cela s'est passé la semaine dernière, et depuis, l'on ne m'a plus fait rasseoir dans la fenêtre, ni mettre la robe bleue, et je n'ai pas revu une seule fois l'homme sur la route. Continuez, dit Holmes, votre récit promet d'être fort intéressant. Il vous paraîtra bien décousu, j'en ai peur, et peut-être estimez-vous qu'il y a très peu de rapport entre les divers incidents dont j'ai à vous entretenir. Le jour même de mon arrivée aux êtres d'or, M. Ruckastle me conduisit à une petite dépendance qui se trouve auprès de la cuisine. Comme nous en approchions, j'entendis des tintements de chaînes et des frôlements qui me donnèrent à penser qu'un gros animal y était enfermé. « Regardez là-dedans, me dit M. Ruckastle en me montrant un interstice entre les planches. N'est-ce pas qu'il est beau ?» Je regardai, et j'aperçus 2 yeux luisants comme des braises et une forme ramassée dans l'ombre. « N'ayez pas peur, » murmura mon hôte en riant du bond que j'avais fait en arrière. « C'est seulement Carlo, mon matin. » Je dis mon, mais en réalité, le vieux Tolère est le seul qui puisse s'en faire obéir. On ne lui donne à manger qu'une fois par jour, et encore, assez parcimonieusement. Aussi il est toujours prêt à dévorer tout le monde. Tolère le lâche tous les soirs, et malheur à l'intrus qui ferait connaissance avec ses crocs. Pour l'amour du ciel, ne vous risquez jamais à sortir de la maison la nuit, car il en irait de votre vie. La recommandation n'était pas superflue, comme je pus en juger par moi-même 2 jours après. En regardant à ma fenêtre vers 2 heures du matin, je vis qu'il faisait un clair de lune si magnifique que la pelouse était tout argentée et que l'on y voyait presque comme en plein jour. Or, tandis que je m'attardais ainsi dans la contemplation de cette scène si poétique et si calme, je m'avisai soudain que quelque chose remuait parmi l'ombre des êtres d'or. Un instant après, je me rendis compte, en le voyant sortir de l'ombre, que c'était un énorme molosse aussi gros qu'un jeune veau, un molosse à la gueule béante, fauve de poils et noir de museau, et tellement efflanqué que toutes ses côtes se découpaient en relief sous sa peau. Il traversa lentement la pelouse et disparut à nouveau dans l'ombre à l'autre bout. La vue de ce gardien terrible et muet me fit plus frissonner que n'aurait pu le faire, je crois, aucun cambrioleur. Il faut maintenant que je vous conte la très singulière aventure qui m'est arrivée. Comme vous le savez, je m'étais fait couper les cheveux avant mon départ de Londres et j'en avais fait une grande tresse que j'avais mise dans le fond de ma malle. Un soir, après avoir couché l'enfant, je m'étais amusé à passer en revue l'ameublement de ma chambre et à remettre toutes mes affaires en ordre. Il y avait dans un coin une vieille commode dont les 2 tiroirs du haut étaient entr'ouverts et vides et celui du bas fermé à clé. J'ai rangé d'abord mon linge dans les 2 premiers, mais comme il me restait encore beaucoup d'autres choses à mettre en place, je fus très contrarié de voir que je ne pouvais disposer du 3e tiroir. Pensant qu'on l'avait peut-être fermé simplement par mégarde, je pris mon trousseau de clés pour essayer de l'ouvrir, et y réussis fort heureusement du premier coup. Il ne contenait qu'un seul objet, mais jamais vous ne devineriez lequel. C'était ma tresse de cheveux. Je la pris entre mes mains et l'examinai. C'était bien la mienne, effectivement, même épaisseur aussi. Et pourtant non, en y réfléchissant, c'était impossible. Comment mes propres cheveux auraient-ils pu être enfermés ainsi dans ce tiroir ? Toute tremblante d'émotion, je me mis à défaire ma malle, et quand je l'eus vidée entièrement et arrivai au fond, j'y retrouvai ma tresse telle que je l'y avais déposée. Je les plaçai alors l'une à côté de l'autre. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, elles étaient absolument identiques. Vous ne trouvez pas cela extraordinaire ? Pour ma part, j'eus beau me creuser la cervelle, il me fut impossible d'y comprendre goutte. Finalement, je remis les cheveux inconnus où je les avais pris, et comprenant que je m'étais mise dans un mauvais cas en ouvrant ce tiroir que les Ruckastle avaient jugé bon de fermer, je décidai de ne souffler mot à personne de ma découverte. Ainsi que vous avez pu le constater déjà, monsieur Holmes, je suis d'une nature à beaucoup observer, de sorte qu'il ne s'écoula pas beaucoup de temps avant que j'eusse établi dans ma tête un plan assez exact de la maison.
Mais il y avait une partie que je ne connaissais pas et qui, sans doute, n'était pas habitée. C'est la porte placée juste en face de celle du ménage Toller qui devait y donner accès, mais elle était invariablement fermée à clé. Un jour toutefois, en montant l'escalier, je rencontrai M. Ruckastel qui en sortait, son trousseau de clés à la main, et avec sur sa figure une expression très différente de celle que j'avais l'habitude de voir à cet homme si jovial. Il avait les joues en feu, le front tout plissé et les veines gonflées sur les tempes comme s'il venait de se mettre dans une colère rouge. Il referma la porte et passa rapidement près de moi sans m'adresser un seul mot et sans me regarder. Ma curiosité en fut piquée au vif, et lorsque je sortis pour promener l'enfant, je me dirigeai vers le côté d'où l'on pouvait voir les fenêtres de cette partie de la maison. Il y en avait 4 sur la même rangée, 3 qui étaient simplement sales et la 4e dont les volets étaient fermés. Évidemment, personne n'habitait là. Tandis que j'allais et venais en relevant de temps en temps la tête pour les regarder, M. Ruckastel, la mine aussi aimable et aussi réjouie que de coutume, sortit de la maison et s'avança vers moi. « Ah, me dit-il, ne croyez pas à une impolitesse de ma part si je suis passé tout à l'heure près de vous sans seulement vous dire un mot, chère mademoiselle Hunter, mais j'avais de si graves préoccupations en tête. » Je lui donnai l'assurance que je n'étais nullement formalisé. « À propos, ajoutai-je, il me semble que vous avez là plusieurs pièces inoccupées. Il y en a une dont les volets sont fermés. » Cette réflexion parut le surprendre et même lui causer une certaine émotion. « J'adore la photographie, me confia-t-il, et c'est là que j'ai installé ma chambre noire. Mais mon Dieu, que vous êtes donc observatrice. Qui se serait jamais figuré cela ?» Il parlait sur le ton de la plaisanterie, mais à sa façon de me regarder, je voyais bien qu'il ne plaisantait pas. L'expression de son regard était méfiante, contrariée, mais elle n'était à coup sûr parieuse. Vous pensez bien, monsieur Holmes, qu'aussitôt que j'eus compris que l'on cherchait à me cacher la véritable destination de ces pièces fermées, je n'eus plus de cesse que je ne les eusse explorées moi-même, non par simple curiosité, bien que j'en ai ma bonne part comme toutes les femmes, mais plutôt parce que j'avais le sentiment que c'était mon devoir, parce que j'avais l'impression que si je les explorais, il en résulterait quelque chose de bon. On parle toujours de l'intuition féminine, peut-être bien était-ce cette intuition qui me poussait à cela. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'étais tourmentée par l'irrésistible envie de franchir cette porte défendue et me promettais bien de le faire dès que l'occasion s'en présenterait. Elle ne se présenta qu'hier seulement. Je savais déjà qu'indépendamment de M. Ruckastel, Toller et sa femme pénétraient l'un et l'autre dans ces pièces inoccupées, et une fois, j'avais même vu l'homme entrer par là avec un sac noir sur son épaule. Ces temps derniers, il a bu terriblement, et hier, il était complètement ivre, si bien qu'en montant, je trouvais la clé sur la porte. C'était évidemment lui qui avait oublié de la retirer. D'autre part, comme monsieur et madame Ruckastel étaient à ce moment en bas, ainsi que l'enfant, l'occasion qui s'offrait pour moi était on ne peut mieux choisie. Je fis tourner sans bruit la clé dans la serrure, je poussai la porte et j'entrai. Je me trouvais dans un petit couloir au plancher nu et aux murs non tapissés, qui, à son extrémité, tournait à angle droit. Après avoir contourné ce coin, je vis 3 portes sur le même plan, dont la première et la dernière étaient ouvertes. Toutes 2 donnaient accès à une chambre vide, poussiéreuse et triste, l'une ayant 2 fenêtres et l'autre une seulement, aux carreaux tellement sales que c'est à peine si la lumière du soir y pouvait pénétrer. La porte du milieu était fermée et l'on y avait placé en travers une barre de lit de fer fixée à un bout par un cadenas, à un gros anneau scellé dans le mur et attaché à l'autre par une grosse corde. La porte elle-même était par surcroît fermée à clé et cette clé n'était pas sur la serrure. Cette porte, si bien barricadée, était évidemment celle de la chambre au volet, mais la lumière qui filtrait en dessous me fit cependant voir qu'elle n'était pas plongée dans l'obscurité. Sans doute était-elle éclairée par quelque vitrage dans le plafond invisible de l'extérieur. Tandis que j'étais là, dans le couloir, à regarder cette porte inquiétante, en me demandant quel secret elle pouvait bien cacher, j'entendis soudain dans la chambre un bruit de pas et vis une ombre aller et venir, obscurcissant par instant le filet de lumière sous la porte. À cette vue, monsieur Holmes, une terreur folle s'empara de moi, et sous le coup de l'émotion, je m'enfuis en courant éperdument, comme si j'étais poursuivi par une main effrayante qui cherchait à me saisir par ma jupe. J'enfilai le couloir, je franchis la porte, et je tombai dans les bras de monsieur Ruckastel, qui attendait là. « Ah ah !» fit-il en souriant. « C'était donc vous. Je m'en étais douté quand j'ai vu la porte ouverte. »« Oh, quelle peur j'ai eue !» balbutiai-je tout haletante. « Ma chère demoiselle, et vous ne sauriez imaginer combien sa voix était douce et rassurante.
Qu'est-ce donc qui vous a fait si peur, ma chère demoiselle ?» Mais il montrait vraiment par trop de sollicitude. Je compris qu'il avait dépassé la note et cela me mit aussitôt en défiance vis-à-vis de lui. « J'ai eu la sottise de vouloir jeter un coup d'œil sur ces pièces inoccupées, répondis-je. Mais on y éprouve une si étrange sensation d'isolement que j'ai été prise de panique et me suis sauvée. C'est effarant le silence qui règne là-dedans. »« Et c'est pour tout cela que vous vous êtes épouvanté à ce point ?» dit-il en me regardant jusqu'au fond des yeux. « Pourquoi croyez-vous donc que c'était ?» lui demandai-je. « À votre idée, pour quelle raison cette porte est-elle fermée ?»« Comment voulez-vous que je sache ? » « Eh bien, c'est pour empêcher ceux qui n'ont rien à y faire d'entrer là-dedans, vous avez compris. » Il continuait à sourire avec son amabilité habituelle. « Je vous assure bien que, si j'avais su... » « Eh bien, maintenant vous savez, n'est-ce pas ? Et si jamais vous remettez les pieds ici... » Instantanément, son sourire se mua en un ricanement de colère qui donna à sa physionomie un aspect diabolique. « Je vous ferai dévorer par le matin. » J'étais tellement terrorisé que je ne me rappelle même plus ce que je fis. Je pense que je courus me réfugier dans ma chambre. La seule chose dont je garde le souvenir, c'est de m'être retrouvé plus tard allongé sur mon lit, tremblant de tous mes membres. Alors je repensais à vous, monsieur Holmes. Je ne pouvais plus continuer à vivre dans de telles conditions sans vous demander conseil. Tout me faisait peur. La maison, l'homme, la femme, les domestiques et jusqu'à l'enfant lui-même. Tout était devenu pour moi un sujet d'horreur. Mais je sentais par contre que, si vous veniez, je serais aussitôt rassuré. Évidemment, j'aurais pu m'échapper, mais la curiosité qui me possédait était devenue aussi puissante que ma frayeur. Ma résolution fut vite prise. Je vous passerai une dépêche. Je mis mon chapeau et mon manteau et m'en fus au bureau de poste qui n'est qu'à 500 mètres à peine de la maison et d'où je ressortis déjà beaucoup moins inquiète. Mais une crainte horrible s'empara de moi en revenant. N'aurait-on pas lâché le chien durant mon absence ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Afin de me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo en cliquant sur le pouce et abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit.